Si je vous parle du chevalier, vous avez forcément une idée en tête. Et plus que ça, vous avez un état d'esprit, des références, des personnages légendaires, des mèmes, bref, vous connaissez déjà un petit peu le sujet. Et pourtant, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Ces dernières années, on voit de plus en plus de gens s'intéresser aux chevaliers, on a pas mal de documentaires, de conférences, de gens qui font des vidéos sur internet, mais la plupart du temps, eh bien tout ça, ça passe à côté du sujet, voire c'est complètement à côté de la plaque. Du coup, aujourd'hui, on va se faire un petit vrai-faux pour débunker tout ça, les idées reçues autour du chevalier et de la chevalerie, qu'elles soient anciennes ou très modernes. Pour ça, j'ai avec moi Nathanaël Dosreis, doctorant spécialisé dans le chevalier et son équipement au Moyen-Âge central, dire entre le 11e et le 13e siècle. Et ce qui est intéressant à cette période, c'est que c'est un peu celle où il y a pas mal d'évolutions sur ce statut bien particulier. On va en parler. Salut Nat, merci d'être là pour ce petit sujet. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, écoute, salut, merci pour l'invitation. Et tu l'as déjà très bien expliqué. Je suis effectivement doctorant spécialisé sur la matérialité. Donc, c'est-à-dire que je m'intéresse particulièrement à l'armement, l'armure défensive, les armes offensives des chevaliers du Moyen-Âge central, c'est-à-dire entre le 11e et le 13e siècle. Et la manière dont on s'en sert de tout ça. Et la manière dont on s'en sert, effectivement, parce qu'il ne s'agit pas juste d'étudier l'objet, mais également comment on l'utilise et au travers de l'objet, qui étaient les personnes qui possédaient donc, cet équipement-là. Et bien c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, en tout cas à travers un petit vrai-faux. J'ai préparé plein de questions, vous allez voir, c'est des choses que vous connaissez, et Nat va y répondre du mieux qu'il peut. Bon alors du coup j'ai un peu hésité sur la première question, parce que on connaît un peu le sujet, on en parle souvent toi et moi, je me suis dit, est-ce qu'on prend un truc facile, est-ce qu'on prend un truc difficile, et puis je me suis dit, un peu de provocation, que les gens ils puissent savoir un petit peu pourquoi ils sont là et qu'ils aient envie de rester. Je vais te poser une question, dis-moi Nat, un chevalier, est-ce que c'est toujours un noble ou pas? Ah, voilà, exactement, c'est la première question. On met les deux pieds dans le plat, on se dit, bah, allez, On est question là pour ça. facile, oui, et en fait, non. Ouais. Non, c'est la première chose qu'il va falloir dire. Déjà, entre le 11e et le 13e siècle, on est sur 300 ans, et déjà, on n'est pas sur quelque chose d'homogène dans la temporalité. C'est-à-dire que le chevalier du 11e siècle, ça ne va pas être exactement le chevalier du 13e siècle. Alors, de la fin du Moyen-Âge, on n'en parle même pas. Et puis aussi, une autre chose, avant de pouvoir plus développer sur ta question provocatrice, Je suis un provocateur Nat, faut que tu le c'est saches. quand on va parler de la France, on imagine encore une fois un espace territorial homogène. Le Royaume de France. Alors qu'en réalité, entre le nord du Royaume de France, même entre les Flandres ou l'Aquitaine, voilà, on va avoir des régions très hétérogènes qui vont recouvrir des réalités très différentes. Est-ce que au XIe et au XIIe siècle, les chevaliers sont systématiquement des nobles? En réalité, la réponse c'est non. Ce ne sont pas systématiquement des nobles. On va avoir des gens qui sont issus de l'aristocratie, qui vont eux-mêmes se définir comme étant miles, ce qui va donner plus tard, pour simplifier, un chevalier. Mais on va aussi avoir des gens qui ne sont pas nobles, qui sont définis comme miles et qui vont être chevaliers. Par exemple, je pourrais te citer quelque chose d'assez étonnant. On va avoir Marc Bloch qui va nous expliquer qu'on a en 1083 un boulanger qui est fait chevalier. Et il nous dit, en citant, à cause de l'audace qu'il a et de son habitude à combattre. Alors un chevalier, un boulanger chevalier, en 1083, c'est tellement incongru que... On dirait un truc de film, c'est où le boulanger qui se retrouve par hasard mêlé à plein d'aventures, et puis à la fin, il y a Richard Cœur de Lion qui arrive, et puis qui l'adoube et tout. Alors 1083, Richard Cœur de Lion, c'est pas la période, mais tu vois, c'est cette idée un peu du héros qui devient héros malgré lui, et qui montre son courage alors qu'il est issu du peuple et tout. Il y a un peu Par ce exemple, style. en étant maître forgeron et en partant défendre Jérusalem, et en Exactement. disant maître chevalier, je suis maître forgeron, chevalier, oh, maître forgeron. Ouais, on a un peu... Alors ça, c'est vraiment au 11e, 12e siècle, on va retrouver ça. Mais du coup, là, on faisait des vannes là-dessus, mais Kingdom of Heaven, le film Kingdom of Heaven de Ridley Scott, Orlando Bloom qui est maître forgeron et qui devient chevalier, ça se passe au XIIe siècle, c'est encore possible du coup à cette époque-là, c'est crédible quoi. C'est vrai que ça semble très tiré par les cheveux, Ouais. très hollywoodien, mais au XIIe siècle, on peut encore retrouver ce genre entre guillemets d'ascension sociale, même si en réalité c'est pas une ascension sociale. Les personnes qui ne sont pas nobles et qui ont accès à la chevalerie, ce sont des personnes qui ont des moyens financiers pour pouvoir s'équiper militairement. Ça coûte relativement cher, en tout cas un équipement complet de chevalier, les montures aussi, et qui vont aussi avoir du temps libre pour pouvoir s'entraîner au métier des armes.
Donc ça reste quand même, semble-t-il, relativement restreint. Et puis plus on avance dans le XIIe siècle, on se rapproche du XIIIe siècle, et bien plus on va avoir à la fois les milites, donc ces chevaliers qui vont réussir à se hisser pour une grande partie d'entre eux dans les basses couches de l'aristocratie, à rentrer dans la petite noblesse, pour ceux qui ne l'étaient pas, et progressivement, eh bien, ça va même se refermer. Et au XIIIe siècle, en fait, si vous n'êtes pas né noble ou fils de chevalier, ce sera extrêmement compliqué pour vous de devenir à votre tour chevalier. Donc on va avoir une sorte de cette caste qui va se refermer un petit peu sur elle-même et qui va se fermer voilà, au tournant de la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce qu'on dit des mots en latin et tout. Miles, c'est le mot au singulier. Milites, c'est le mot au pluriel. Donc, si on dit miles et milites pour chevalier, c'est tout à fait normal. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Nouvelle question. Mais avant d'en parler un peu plus, un mot sur notre partenaire du jour, c'est de nouveau Inconi, un outil de cybersécurité. Parce que sur internet, on utilise des données personnelles en permanence pour à peu près tout et n'importe quoi, depuis nos simples données démographiques jusqu'à notre adresse mail, notre adresse postale et notre numéro de téléphone. Et ces données sont souvent très mal protégées et régulièrement elles sont récupérées et vendues au plus offrant par des sociétés spécialisées dans les exploitations et la revente de ce genre d'informations, ce qui est quand même un problème. Et oui, c'est exactement comme ça que vous vous retrouvez avec des tonnes de spam ou des arnaques à n'en plus finir, voire des appels de démarchage franchement pénibles. Et bien justement, Inconi vous permet de vous protéger de ce genre de choses. Ils font de la surveillance de bases de données d'informations personnelles pour supprimer les vôtres. Et comme la réglementation européenne est assez carrée sur le sujet, eh bien ils peuvent facilement s'appuyer sur la loi pour protéger vos infos. Et on ne s'en rend pas compte, mais ça aide énormément dans pas mal de domaines. Par exemple, je sais pas, ça évite que vos données personnelles circulent dans les mains de trop d'entreprises qui sont par la suite victimes de fuites de données. Et c'est comme ça que vos informations se retrouvent dans les mains de gens malveillants qui cherchent à vous arnaquer ou usurper votre identité. Rien que sur mes adresses mail pro, je reçois des tonnes de propositions douteuses, et même si je suis très vigilant, eh ben l'avantage d'Inconi, c'est que ça va me permettre de faire le tri bien avant moi, en évitant que mes informations ne traînent trop facilement. C'est d'autant plus pratique qu'Inconi peut surveiller plusieurs adresses mail et postales à la fois, et empêche toute nouvelle utilisation frauduleuse de vos données. Alors bien entendu, vous avez un code promo Inconi, 60% de réduction sur l'abonnement annuel avec le lien en description, pour surveiller vos données qui ont pu fuiter et éviter de vous faire arnaquer. Bon, bah, ça me semble plutôt intéressant. Comme d'habitude, vous avez toutes les infos en description pour vous renseigner, profitez de mon offre et ainsi aider la chaîne tout en améliorant votre sécurité. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent et vous laisser tenter, c'est toujours très utile pour moi aussi. Ok, donc là déjà ça change un petit peu par rapport à ce qu'on pense savoir, parce que tu viens de nous dire qu'ils étaient pas forcément tous nobles, surtout à cette période qui est assez emblématique. Ça a pas mal changé, ils ont des richesses qui peuvent être assez différentes, etc. Mais moi il y a un truc, voilà. Est-ce qu'ils sont propriétaires terriens? Est-ce qu'ils ont des terres? C'est ça qui leur permet de vivre ou Ils peuvent avoir des terres. C'est quelque chose qui est encore une fois bien étudié par les historiens. On va avoir des chevaliers qui vont avoir des fiefs, ça veut dire un territoire qu'ils vont devoir administrer et gérer. Dans le sud-ouest de la France, on va encore avoir quelque chose très issu du droit romain, les alletiers, qui vont donc avoir un alleu, c'est-à-dire c'est une terre qui a eux-mêmes en propre et qui va leur permettre de pouvoir générer des revenus pour pouvoir s'équiper. Mais ça va être proche de la paysannerie. Attends, encore une fois, je dis proche. On va avoir ces termes de milites pagenses, les chevaliers paysans. On a beaucoup parlé des chevaliers paysans du lac de Paladru, fut un temps. Aujourd'hui, on revient dessus. Alors, on ne revient pas sur la notion de milites pagenses. Pagenses, c'est les paysans, les chevaliers donc paysans qu'on retrouve dans les sources. Mais quand on parle de chevaliers paysans, jusque-là, on imagine le chevalier où quand il combat pas, il se retrouve en sous-vêtements dans son champ en train de faucher à côté du bon peuple. Non, en réalité, il faut peut-être plutôt voir ça comme des riches propriétaires terriens, mais qui n'ont pas un gros territoire, qui vont avoir des espaces territoriaux plus modestes. Mais on a aussi des chevaliers qui ne sont pas propriétaires terriens. On va avoir des chevaliers domestiques, c'est-à-dire des chevaliers qui sont logés au château par des seigneurs plus puissants. On va aussi avoir des chevaliers qui sont très nobles, nobilissimus, comme des comtes, des barons, des ducs, qui eux vont gérer un territoire, complètement administrer un territoire. Bref, la fonction de chevalier, c'est quelque chose de différent de est-ce qu'il est propriétaire terrien ou pas. Ouais, c'est un peu ce que tu disais, si j'ai bien compris. De la même manière qu'on peut avoir des chevaliers boulangers, on peut avoir des chevaliers qui sont propriétaires terriens, et c'est pas forcément, l'un ne va pas forcément avec l'autre. Exactement. Ok. Bon, je vais tout de suite te poser une autre question un peu provocatrice, parce que tu m'as déjà expliqué la réponse, donc voilà, mais nous, on imagine le chevalier,
il est noble, donc déjà ça non. Il a ses terres, même pas beaucoup, bon ça non. Et la question d'après c'est qu'on se dit, bon bah voilà, il est quand même libre, il peut faire ce qu'il veut, etc. Et ça, Ah, apparemment, c'est ah. encore compliqué. Alors, je me permets de recadrer. On Ouais. parle vraiment bien au XIe et XIIe siècle, hein, parce qu'effectivement, au XIIIe siècle, on l'a dit, bon, bah, ils sont plutôt tous nobles, les chevaliers. Mais il y a cette période de transition-là, vraiment. XIe, XIIe siècle, on parle de l'âge d'or de la chevalerie, mais c'est intéressant de questionner. Est-ce qu'ils sont, au XIe, XIIe siècle, tous nobles? On l'a vu? Pas forcément. Est-ce qu'ils sont tous propriétaires terriens? Pas systématiquement. Est-ce qu'ils sont tous libres alors? Bon, il faut bien. Et ben on se rend compte dans les textes, et ça, ça m'est encore plus étonnant, qu'on a des chevaliers serviles. On a des chevaliers qui sont serfs. Alors, ça va là, ça casse complètement l'idée du cerf qui mange du pain noir dans sa maison, enfumé, les pieds dans la gadoue, qui est Avec en ses train 12 enfants et sa femme qui a plus de dents. 12 enfants, dont 9 sont déjà morts. Enfin, tu vois, c'est. Non, non, on a des cerfs qui arrivent à s'enrichir suffisamment pour pouvoir accéder au métier des armes. On va avoir donc aussi des serviteurs armés. Dans le Saint-Empire romain germanique, on va parler de ministériels. C'est le terme pour dire des serviteurs. On a plusieurs sources textuelles qui nous mentionnent l'origine servile de certains chevaliers. Encore une fois, ce n'est pas une généralité. Et par exemple, on a un cas d'école en 1189. On va avoir une convention qui va être passée entre le chapitre cathédral de Soissons et un chevalier serf, qui va stipuler, donc c'est un chevalier qui est issu de Chelles, et on va lui dire que le prévôt n'exigera plus de lui les impôts, on va dire, inhérents à sa servitude. Donc les serfs qui vont payer, par exemple, la main morte, le fort mariage, le cheval, etc. Donc on lui dit, ok, donc tu n'es plus serf, tu vas être chevalier. Et par contre, tes enfants, tes fils, ils vont devoir rentrer dans la chevalerie avant l'âge de 30 ans. Et tes filles vont devoir être mariées à des hommes eux-mêmes chevaliers avant l'âge de 25 ans. Sinon, il retourne en servitude. Ah oui, c'est un peu... C'est-à-dire qu'il a dû rentrer chez lui et dire, alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, les enfants, c'est qu'on n'est plus serfs. La mauvaise, c'est que le temps tourne. Et comme vous avez tous et toutes 29 ans, il va falloir s'y mettre dès maintenant. Donc voilà, on a vraiment cette... voilà, c'est très, très compliqué à comprendre parce qu'on aime bien mettre des choses dans des cases. Le chevalier, pas systématiquement noble au XIe, XIIe siècle, pas systématiquement propriétaire terrien, pas systématiquement libre. Alors, la question qui va arriver, c'est mais du coup, c'est quoi un chevalier? Et du coup, c'est quoi un chevalier? Ça tombe bien que tu poses la question, Nat. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un chevalier? Si on va se référer à ce que Jean Flory a écrit, ou à Dominique Barthélemy, ou tous ces grands historiens qui ont vraiment beaucoup travaillé sur la question de la chevalerie, à cette époque-là, au XIe, XIIe siècle, il va falloir se référer à l'essence la plus simple du chevalier. Jean Flory nous dit que c'est un combattant professionnel qui combat essentiellement à cheval. Jean Flory parle même de guerrier d'élite, puisque ce sont des gens qui font le métier des armes. Ça va être ça, le chevalier à cette époque-là, ça va être le combattant professionnel, à cheval. Et on va quand même voir tout à l'heure que ce ne sont pas forcément des guerriers d'élite. C'est des guerriers peut-être appartenant à l'élite, on peut le dire comme ça. Oui, en tout cas, ce sont des guerriers qui sont censés avoir un entraînement et dégager du temps pour pouvoir combattre. Ils sont censés avoir plus de temps à dégager pour s'entraîner que, bien, normalement, un boulanger, qui n'a pas envie de devenir, ou qu'un paysan, ou qu'un artisan, que sais-je. Donc là, effectivement, on parle de guerriers d'élite, mais c'est plutôt des guerriers appartenant à l'élite en réalité. Bon, un petit suspense là-dessus parce que tu vas aussi revenir sur cette idée reçue. En attendant, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je vous mets également la chaîne de Nat en description, qui s'appelle Nat Explorateur de l'Histoire, où il parle de tout cet univers de la chevalerie. C'est absolument passionnant. Et puis, ça l'incitera à faire un peu plus de vidéos peut-être. Alors, il faudra d'abord que je produise, que je termine ma thèse, donc qui me Oh, prend c'est du légèrement détail, ça. un petit peu de temps. Mais oui, on va essayer d'en faire plus. Bon, les trêves de suspense, on va tout de suite revenir sur ce côté guerrier d'élite. C'est un petit peu à nuancer, tu m'expliquais, on peut peut-être plutôt parler de guerrier de l'élite, mais il y a des questions qui se posent aussi à propos de son équipement, parce que est-ce qu'un guerrier d'élite a un équipement d'élite? Ça, je te laisse y répondre, vrai ou faux? Plutôt vrai,
C'est vrai que si Jean Flory, lui, va parler de guerrier d'élite, hein, d'après ses propres termes, je préfère parler de combattants professionnels. Alors, combattants de l'élite, oui, au XIIIe siècle, effectivement, d'une élite sociale, c'est vrai. Et donc, comme ce sont leurs métiers de faire la guerre, ils vont avoir un équipement défensif et offensif relativement onéreux pour leurs contemporains. Cet équipement, il va être constitué au XIe, XIIe et XIIIe siècle d'une armure composée de plusieurs dizaines de milliers d'anneaux entrelacés les uns les autres, qu'on va appeler communément dans, on va dire, l'imaginaire populaire, on va parler de la cotte de maille. Le terme qu'on va retrouver, ça va être le haubert. Cette armure qui est extrêmement efficace pour protéger de tout ce qui va être la coupure. Ils vont avoir un casque sur la tête qui va avoir tendance, à la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle, à se fermer, le aume. Ils vont être protégés par un écu, un grand écu, qui est le bouclier, réalisé en bois, recouvert d'une peau. Leur arme principale, c'est la lance. Et ils vont avoir une arme secondaire qui va être l'épée. Et puis ils peuvent avoir, après à côté, hache, que sais-je. Ils vont combattre à cheval. Le cheval, lui aussi, va avoir une armure. Si on prend le coût du cheval, de son armure, le coût de l'équipement intégral qu'il porte, certains historiens ont avancé une estimation de prix que tout son équipement, ça équivaut à une année de revenus d'un petit chevalier, petit propriétaire terrien. Ce qui montre quand même le coût qui peut sembler assez très important de cette armure-là. Alors encore une fois, on est entre le XIe et le XIIIe siècle, et souvent on a tendance à généraliser, à simplifier en disant bon bah voilà, ils ont un haubert, ils ont un aume, un bouclier, une lance, une épée, un cheval du XIe au XIIIe siècle, et c'est que après que ça va évoluer. Non, en réalité, ce que je m'aperçois dans mes recherches, c'est qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, même si la silhouette globale semble être relativement similaire, il y a énormément d'évolutions qui vont se jouer parce qu'on va avoir encore une fois un développement des techniques martiales, un développement technologique qui va améliorer ou faire évoluer, plutôt on va dire ça comme ça, l'équipement de protection et l'équipement offensif. Mais là, on rentre dans d'autres questions. Là, si on commence à parler de l'évolution de l'armure du chevalier, Il faudra refaire une vidéo complète, voire bouf. D'ailleurs, tiens, une question, il pèse combien cet équipement? Parce que c'est pareil, encore grande idée reçue, sur laquelle moi je reviens souvent, mais toi, t'es vraiment spécialisé dans le truc. L'équipement, chaque élément, c'est quoi les poids à peu près? Alors si je prends l'équipement complet que porte le chevalier sur lui, donc le haubert, les choses de maille, le aume, l'écu, l'épée, la lance, je vais prendre tout l'équipement, défensif et offensif, on va être en moyenne, grosso modo, autour d'une trentaine de kilos. Ce qui est assez classique de tous les combattants dans l'histoire. Alors, les combattants bien équipés sont toujours entre 30 et 40 kilos. C'est une moyenne, une constante historique. Du coup, le chevalier ne sort pas de cette constante. Non, tu l'as très bien résumé, effectivement, une trentaine de kilos, ça n'a absolument rien de spectaculaire comme poids. Non, le chevalier ne porte pas une armure lourde. Moi, j'ai particulièrement, et je le redis régulièrement, un problème presque personnel avec l'expression « la lourde armure du chevalier ». C'est ce que je dis souvent. Je dis « Ok, la lourde armure ». Mais c'est lourd par rapport à quoi? Parce que c'est une armure, donc par rapport à des vêtements civils, oui, effectivement. Mais dire la lourde armure du chevalier, ça sous-entend que c'est une armure particulièrement lourde. Alors qu'en réalité, quand on regarde effectivement de l'Antiquité à nos jours, pour les combattants qui sont bien protégés, 30 kilos, ça rentre dans une sorte de standard, dans une sorte de moyenne, ça n'a rien d'exceptionnel. Non, l'armure du chevalier n'est pas particulièrement lourde. Le fait d'ancrer encore sur cette expression qu'on retrouve dans les journaux ou dans les magazines, des fois dans des ouvrages historiques ou des vulgarisateurs, la lourde armure du chevalier, ça ne fait qu'ancrer dans la tête et dans les représentations mentales des gens le fait que le Moyen-Âge est arriéré, ils ne savent pas bien technologiquement s'équiper, à l'époque, tu comprends, ils étaient moins bons que nous. Non, dès qu'il s'agit de faire la guerre, tu le sais tout aussi bien que moi, l'être humain est particulièrement ingénieux. Et d'ailleurs, quand on regarde, on disait sur toute l'histoire, on a cette espèce de constante, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que des soldats contemporains ou des pompiers ou des choses comme ça, ils vont avoir un équipement qui va être évidemment complètement différent, mais en termes de poids, c'est ce fameux rapport poids, déplacement, puissance, possibilité sur le terrain, polyvalence, qui du coup oscille toujours entre ces 30 et 40 kilos. Oui, complètement. Et puis pour avoir discuté avec des professionnels comme des sapeurs-pompiers ou des militaires, ce qui en ressort de nos discussions, c'est oui, le poids est équivalent, même pour certains militaires supérieurs, mais pour le chevalier, l'équipement du chevalier, le poids est bien réparti sur l'ensemble du corps, alors que pour certains combattants aujourd'hui actuellement, c'est essentiellement sur les épaules que le poids se porte.
Donc moi, quand je porte mon armure, par exemple, je vais avoir du poids sur mes jambes, sur les bras, sur les épaules, c'est bien réparti, quoi. Ok, du coup, c'est donc un combattant professionnel, le chevalier. Il a un équipement d'élite. Mais du coup, est-ce qu'il a une super forme physique pour porter ça, même si c'est que 30 kilos, faut quand même, voilà, faut quand même les porter. Faut être. Est-ce qu'on a cette image du chevalier super fort, super tanké, super, enfin, tu vois, le chevalier qui va à la salle, quoi. Bah, c'est encore un peu compliqué de pouvoir répondre avec un vrai faux, juste tellement l'histoire est pleine de nuances. On va retrouver effectivement les chevaliers, de par le métier des armes, qui ont l'habitude de combattre et qui s'entraînent régulièrement, vont avoir une certaine forme physique. Est-ce qu'ils ont tous une super forme physique? Est-ce qu'ils sont tous en train de soulever des rochers? Parce que oui, en fait, on a des mentions un peu plus tardives de chevaliers qui vont soulever des cailloux ou jeter des cailloux aussi pour développer une certaine forme physique. C'est très drôle. Bref, mais c'est un autre Ils sujet. vont à la salle finalement, c'est Mais vraiment ils ça. vont à la salle, c'est effectivement ça. Mais c'est un autre sujet. Mais on va aussi avoir parfois bien des chevaliers qui vont peut-être un peu plus délaisser le métier des armes ou un peu plus profiter des bonnes chairs. Alors bon, si tu arrêtes de combattre et que tu préfères profiter de la musique, de la danse, on va avoir un terme pas très très sympa qui va être utilisé, ça va être le terme de récréant. Être un C'est chevalier dur. récréant, c'est quand même... Bah, typiquement, pour te donner une idée, il y a un roman de Crétin de Troyes qui s'appelle Érec et Énide, et c'est le début de cette histoire. C'est vraiment le point qui va lancer l'histoire, c'est Énide qui va voir son mari, Érec, et qui dit « Oui, j'ai entendu les soldats discuter entre eux, et ils trouvent que vous êtes un peu récréant. » Et Érec fait « Quoi? Moi, je suis récréant? Moi, récréant? Allez, on part! Monte !» Et voilà, c'est comme ça que se Oh, lance c'est une cette énorme histoire insulte en fait, Ah bah ouais, non, récréant, non, quoi. c'est un petit peu... voilà, Vraiment, un chevalier récréant, c'est un chevalier branleur, quoi. ah, c'est un petit peu comme ça que c'est perçu. Mais tu vois, par exemple, au-delà de ça, encore une fois, c'est compliqué de pouvoir mettre tous les chevaliers dans le même panier, mais je vais te donner juste un contre-exemple qui peut être peut-être anecdotique. Mais à la bataille de Bouvines, en 1214, on va voir le duc de Bourgogne, Eudes III de Bourgogne, qui tombe de cheval, le cheval est tué sous lui, et qui, les auteurs nous disent qu'on doit venir l'aider pour se relever, non pas à cause du poids de l'armure, mais les auteurs précisent à cause, alors c'est joliment tourné, hein, c'est évidemment, mais c'est très clair que tu comprends qu'à cause de son embonpoint, il n'arrive pas à se relever de lui-même, et donc on doit l'aider à se relever. D'accord. Donc ils sont pas forcément tous super en forme, parce que certains font des choix qui sont différents, d'autres de vieillesse aussi. Peut-être qu'on arrête d'être un guerrier d'élite quand on est vieux. Je sais pas comment ça se passe. Bah, c'est vrai que pour un métier où ta profession c'est de faire la guerre, est-ce qu'ils vivent tous très longtemps? C'est une question qui se pose encore parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Mais par contre, on a des exemples qui sont marquants, tu vois. Tout simplement, Guillaume le Maréchal, à 71 ans, à la bataille de Lincoln, il est là et il est prêt. Enfin, ça ne pas qu'il est prêt, c'est qu'il charge. Il est en train de combattre. Il va affronter des chevaliers qui ont 20 ans. On a ces combattants-là qui, jusqu'à un âge très avancé, vont combattre. Oui. D'ailleurs, à propos de Guillaume le Maréchal, qui est le meilleur chevalier de tous les temps officiellement, je vous invite à aller voir la vidéo de Rivenzi qui est sortie, qui a dû sortir au moment où ma propre vidéo sort, et que du coup tu as tourné avec Rivenzi. Vous êtes en train de le tourner actuellement, Ouais. donc ça s'annonce absolument génial. Et si vous voulez en apprendre plus sur vraiment un chevalier emblématique du Moyen-Âge et qui vraiment a une histoire complètement dingue, bah, je vous invite à aller voir cette vidéo. Là encore, je vous mets le lien dans la description. Bon, du coup, enfin là, la plupart du coup des chevaliers doivent être quand même un peu entraînés et tout ça, mais enfin, la question de l'entraînement, elle se pose. Ils s'entraînent comment? Est-ce qu'ils sont super entraînés comme on voit dans les films et tout, et ils sont trop forts ou c'est quoi l'entraînement du chevalier? Encore une fois, on va parler pour le 11e, 12e, 13e siècle, hein, d'accord. La question de l'entraînement du chevalier, elle est très intéressante parce qu'elle va se lire en filigrane dans les sources. Est-ce que quand tu es enfant, tu as un maître d'armes qui vient pour t'apprendre le métier des armes? Ça, on n'en a pas des textes directs. Par contre, on va avoir des informations qui vont clairement dire que des chevaliers vont entraîner les jeunes. Donc certainement qu'une personne expérimentée va venir. Est-ce qu'elle est maître d'armes? Ça, c'est quelque chose qu'on va surtout voir apparaître à la fin du Moyen-Âge. Ils ne sont pas mentionnés comme tels au 11e, 12e et 13e siècle, mais on va déjà avoir un entraînement précoce dès l'enfance. En quoi il consiste cet entraînement? Bah, là, pour le coup, les sources sont assez parcellaires. Un des exercices qui va être pratiqué par les jeunes futurs chevaliers, on va dire, ça va être la quintaine.
Alors, quand on parle de la quintaine, on imagine souvent, tu sais, cette sorte de mannequin avec un axe vertical et horizontal, un petit bouclier, une grosse boule, et quand on tape sur le bouclier, ça fait tourner, et Mhm. le chevalier doit éviter la boule. Bon alors, la quintaine au XIIe siècle, c'est pas ça. C'est basique, un poteau planté dans le sol, on va mettre un bouclier dessus, voire un casque, tu as ta lance, tu défonces le poteau. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement enfin, C'est frontal. rudimentaire, mais ça permet de quand même bien s'entraîner à avoir une bonne posture à cheval. Et puis après, eh bien, le meilleur entraînement pour la martialité, ça va être les tournois. Ok, du coup, les tournois, ok, les chevaliers en tournoi et tout, ils se défient, il y a des joutes, ils sont à cheval, machin, on imagine vachement le truc. Est-ce que c'est comme dans les films où il y a une barrière, il y a deux chevaliers, ils se rentrent dedans et puis on voit ce qui se passe? Ou est-ce que, là encore, je rigole parce qu'effectivement, j'ai préparé les questions, c'est des questions que je connais déjà, et donc je fais semblant de connaître la réponse, mais du coup, tu vas nous expliquer ça bien mieux que moi. Est-ce qu'on a deux chevaliers qui se rentrent dedans avec leur lance, leur cheval, et zou quoi? On n'est pas dans Ivanhoé, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur deux chevaliers qui s'affrontent dans une lice avec une séparation matérielle entre les deux et qui vont chercher à jouter. Le tournoi au 11e, 12e et 13e siècle visualise ça sur un champ avec des équipes de combattants qui vont être composées de chevaliers, de sergents montés à cheval, et puis de combattants à pied, dans lesquels on va retrouver donc des sergents, et puis aussi des fois les textes nous disent d'archers. Et ces équipes vont s'affronter sur ce champ de bataille, puisqu'on pourrait presque dire que le tournoi c'est la guerre c'est le tournoi. Ça ressemble vraiment à une guerre en fait. Hein. Surtout qu'au 11e, 12e siècle, les armes ne sont pas forcément émoussées, donc on combat avec des armes de guerre. L'objectif du tournoi, où ces chevaliers vont combattre en conroi, en formation, ça va être d'aller capturer des cibles adverses, des chevaliers adverses, pour pouvoir en retirer des prix, la rançon, l'équipement de leurs armes, etc. Et finalement, bah, la guerre, on se retrouve sur un terrain, un champ, avec des armées, des équipes, composées de chevaliers, de sergents à monter, de combattants à pied, avec des archers, des arbalétriers, puis on s'affronte, et l'objectif c'est de se capturer et d'obtenir une rançon. Au final, tu comprends pourquoi les auteurs des 11, 12 et 13e siècle, quand ils doivent décrire soit un tournoi, soit une guerre, eh bien, leur vocabulaire, il a une certaine perméabilité. Ça veut dire que sur des guerres, on va dire, bon, bah, ils partent jouter. Ils partent tournoyer. Sur à Bouvines, des fois, ils partent tournoyer. Ou alors, sur un tournoi, bah, on parle de guerre. Et donc, on va avoir des auteurs qui vont, des historiens qui vont même dire, j'adore cette expression, le tournoi, c'est la guerre, c'est le tournoi. Ce qui va vraiment différencier le tournoi de la guerre, à cette époque-là, ça va être que normalement, le tournoi, il n'y a pas de validité politique. On est là pour s'entraîner, la vaillance, Se la péter un peu. s'enrichir, effectivement se montrer, nouer des relations politiques, diplomatiques, mais on n'est pas là parce qu'on a un compte à régler. Mais du coup, enfin, il y a des morts, il y a beaucoup de morts pendant les tournois, ou c'est comment? Eh bien, pour les chevaliers, il y a à peu près autant de morts que pour la guerre, ça veut dire relativement peu. Oui, il va y avoir des morts au tournoi qui sont des morts accidentelles. Bah, en même temps, quand tu es sur un cheval en armure, que tu joues avec des lances tranchantes ou des épées tranchantes et que le but c'est de taper suffisamment fort l'adversaire pour récupérer et qu'il se rende à merci, bah, il y a un peu un risque, oui, Ah bon? Je vois pas du légèrement, tout tu d'où vois. ça peut venir, ça. Mais l'idée, c'est pas de se tuer, tout comme à la guerre entre chevaliers, l'idée, c'est pas de se tuer. Et dans les piétons, t'as pas de source? Les piétons, on parle très peu, en Ah bah fait. oui, c'est ça, je Je, sais. je vais en parler. Ouais. Et alors, en ce qui concerne les piétons, malheureusement, les sources sont assez muettes sur ce sujet-là, donc on a assez peu d'informations si il y a beaucoup d'effusions de sang parmi les soldats de pied, quoi. Parce qu'à l'époque, on a un peu l'impression que tout le monde s'en fout des piétons quand tu regardes les sources. Bah, on les retrouve encore une fois en filigrane dans les textes. Ils sont là, ils sont présents, ils participent aux batailles, mais ça ne semble pas être ce qui intéresse le plus les chroniqueurs médiévaux, parce que bah, les romans, les chansons, les chroniques qu'ils écrivent sont à destination de l'élite, encore une fois, de cette haute société, qui est composée principalement sur les valeurs chevaleresques, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'on en parle relativement peu, mais ils sont là. Il y a un truc que tu m'as dit en off que j'ai trouvé hyper intéressant sur les tournois, c'est que, en fait, selon les régions, il n'y a pas forcément beaucoup de tournois, donc peut-être qu'il y a une différence d'entraînement des chevaliers selon d'où ils viennent et selon s'ils participent beaucoup et tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? J'ai trouvé ça absolument passionnant. Alors, tu as compris que donc le tournoi est un excellent moyen de s'entraîner à la guerre. D'ailleurs, c'est pour ça que la papauté et l'Église va absolument décrier les tournois au point de menacer d'excommunication toutes les personnes qui participent à un tournoi, parce qu'on est dans une époque où l'Église va chercher à encadrer et surtout limiter la guerre.
Donc on veut limiter la guerre, et d'un coup on a tous ces guerriers qui font OK, Et bon, on va jouer à la guerre, du coup. eh ben on va jouer à la guerre. Mais c'est quoi la différence? Oui, parce que tu peux aussi avoir des tournois qui tournent mal, si je peux me permettre l'expression, où ça va se déplacer dans le village, quoi. Ah, Et puis du coup, l'accident bête. ça se bat dans les ruelles d'un village où on va retrouver des chevaliers qui vont trouver un refuge sur une motte castrale. Et du coup, des chevaliers qui font presque le siège de la motte castrale. Mais du coup, on est vraiment sur des choses très similaires avec la guerre. Je fais une parenthèse, une mode castrale, voilà, c'est un peu un proto-château, on peut le dire comme ça. Si vraiment on Ouais. simplifie à mort Tu mettras une le petite truc. image. Ouais, exactement, je vais mettre une image parce que voilà, mais c'est. Imaginez un proto-château et ça peut vous donner un truc, même si c'est plus complexe que ça, on sait, pour ceux qui savent. Ne vous en faites pas. Donc du coup, tu Voilà. disais, voilà, mener le siège d'une mode castrale, enfin un tournoi peut dégénérer complètement et partir du champ dans lequel il avait lieu à la base pour... voilà. T'imagines que t'es là dans ton village tranquillement et t'as un tournoi pas très loin et d'un coup il se rapproche là, il se rapproche dangereusement là et d'un coup t'as une troupe qui arrive et qui décide de bloquer une rue complète pour empêcher des chevaliers de partir. Non mais C'est c'est... littéralement des armées en plus de ça qui débarquent, qui jouent à la guerre sérieusement. Mais oui, parce et que tout. Enfin, dans les équipes que c'est un tu délire. as, tu vas avoir des équipes, par exemple l'équipe d'Angleterre. Donc par exemple à l'époque de Guillaume le Maréchal, donc on est à la fin du XIIe siècle, on est en plein cœur de notre sujet, tu vas voir l'équipe d'Angleterre qui va être menée par le fils du roi d'Angleterre. Donc le roi d'Angleterre à cette époque-là, ça va être Henri II Plantagenet, le fils c'est Henri le Jeune, dans lequel on va retrouver du coup Guillaume le Maréchal. Et cette équipe anglaise qui va être composée d'Anglais, mais aussi de Normands, de Poitevins, de Gascons, va affronter des Flamands, une équipe flamande. On va avoir l'équipe des Français, et puis on va avoir des grandes personnalités qui vont participer à ce tournoi. Le comte de Champagne, le comte de Flandre, le comte de Bourgogne, le comte de Boulogne. On va avoir le fils du roi d'Angleterre, carrément. Donc on a ces sortes d'équipes, entre guillemets, nationales, qui vont s'affronter les unes les autres dans des sortes de petites guerres, quoi, avec des effectifs plus ou moins comparables à ce qu'on pourrait retrouver sur des champs de bataille. Ok, ça aime un peu la bagarre, c'est une ambiance. Mais du coup, c'est marrant parce que là, tu citais plein de grands noms, plein de grands personnages, tout ça. C'est quand même plutôt des gens du nord de l'Europe de l'Ouest. Tu me disais en off il y avait peut-être des différences d'entraînement entre les chevaliers, selon s'ils venaient du sud de la France ou du nord, etc. Parce qu'il n'y avait pas le même accès au tournoi, et donc pas le même type d'entraînement. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut imaginer ou pas? Tu as vraiment très bien résumé. Effectivement, les tournois, on va les trouver à cette période-là, essentiellement dans le nord du Royaume de France. Et donc, tu as compris, dans les équipes, quand je dis équipe d'Angleterre, de France et de Flandre, voire de Bourgogne, bon, on est voilà, dans cette zone géographique-là. Et on va même avoir des tournois, on va retrouver tous les 15 jours, des tournois. Ah oui, il y a des tournois tous les 15 jours? Alors, pas dans la même région, Ouais. mais tu vois, tu vas te déplacer, et Guillaume le Maréchal va courir les tournois, va faire des traversées pour être 3 jours à ce tournoi-là, puis dans 5 jours, il va falloir aller à l'autre tournoi. Donc on va avoir des équipes qui vont faire presque, entre guillemets, que ça, et que tu vas de facto avoir des compétences plus développées que les régions qui vont moins pratiquer le tournoi. Par exemple, dans le sud du Royaume de France, le tournoi, c'est quelque chose qu'on voit relativement peu, et on va avoir même certains textes qui vont dire, bon bah voilà, celui qui veut exceller dans le métier des armes, il ne doit pas aller en Angleterre. Pourquoi? C'est pas là où on va retrouver beaucoup de tournois à cette époque-là. Donc peut-être que par rapport, je sais pas, à l'Écosse ou à l'Irlande ou au Pays de Galles, qui n'ont pas autant la culture de tournoi, on va pas se retrouver sur la même expertise militaire que Picardie, Flandre, Normandie, que sais-je. En termes d'entraînement, on a parlé un petit peu du tournoi, des choses qui sont peut-être un petit peu à la marge, voilà, on a brossé un petit peu un portrait du chevalier. Il nous manque cette question en termes d'entraînement de la chasse, qui est traditionnellement attribuée à un entraînement pour chevalier. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus? C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à la marginaliser, mais la chasse est effectivement, comme tu dis très bien, un entraînement, un bon entraînement équestre en tout cas. Quand tu vas devoir galoper dans la forêt, éviter des branches basses, que tu vas pas galoper sur des forêts propres, avec des chemins. Je veux dire, le sanglier, quand il part, il va pas dire, bon, moi je suis le petit chemin, tu vois, tu vas devoir le suivre dans les sous-bois. Ça va te permettre quand même d'entretenir une certaine aisance à cheval, et puis pareil, avec la lance, avec les pieux, avec une coordination avec les autres équipes de combattants équestres. Donc oui, la chasse fait aussi partie, pour les historiens, de l'entraînement militaire du chevalier. Donc là, si on reprend un petit peu tous les sujets qu'on a brossés depuis le début de la vidéo, il y a des choses qui correspondent à notre imaginaire et d'autres finalement assez peu. Par exemple, parce que le chevalier est un noble, jusqu'au XIIIe siècle, pas forcément. Est-ce qu'il a des terres? Pas forcément. Est-ce qu'il est libre?
pas forcément. Enfin bon, il y a déjà pas mal de choses qui sont remises en question. On a vu l'équipement, on a vu l'importance de devoir le payer, et c'est un peu ça aussi qui fait le chevalier. On a vu comment, est-ce qu'il était toujours super fit, en forme, etc. On ne sait pas, peut-être pas forcément non plus. On a cette question de l'entraînement, est-ce qu'il est toujours super entraîné? Là, on a vu la chasse, on a vu les tournois, et c'est vrai que tu nous as dit, ben, il peut y avoir des entraînements qui sont assez variables en termes de région, en termes d'approche, en termes de responsabilité. Enfin, au final, être chevalier, c'est un statut, c'est une idée, mais qui recouvre énormément de réalités différentes. Et c'est vrai que moi, il y a une question que je me pose, qui forcément se pose. Du coup, c'est quoi un bon chevalier? La question, elle est encore une fois très intéressante. C'est quoi un bon chevalier? Parce que c'est un peu tu sais, c'est un peu ce truc de Kingdom of Ouais, Heaven ouais. que j'affectionne beaucoup, toi aussi, où il y a vraiment Balian qui discute à un moment et qui dit que tout ce qu'il veut, c'est être un bon chevalier. L'autre en face lui répond puisse Dieu et Jérusalem et le royaume de Jérusalem nous offrir un tel homme, comme si c'était quelque chose d'absolument inatteignable d'être un bon chevalier. Et donc, on se pose la question finalement. Alors la question de ce que c'est qu'un bon chevalier, elle est très importante et en même temps un peu compliquée parce que on va avoir des visions différentes. Par exemple, les écrits qui émanent des clercs, qui eux vont dire ce qu'ils attendent des chevaliers, être des bons chevaliers, c'est pas forcément ce que ces chevaliers estiment d'eux-mêmes être des bons chevaliers. Donc peut-être on pourrait se tourner plutôt vers les écrits qui ne sont pas issus du milieu religieux, mais du milieu laïque. Par exemple, dans la chanson de Guillaume le Maréchal, à la fin de la chanson, quand on annonce au roi de France la mort de Guillaume le Maréchal, qui était donc son adversaire, puisque anglais, il va avoir ce dialogue, cet échange avec Guillaume des Barres, qui est le meilleur chevalier de France, en tout cas considéré comme, et puis un autre de ses chevaliers. Et on va avoir ici trois choses qui vont sortir. L'expertise militaire qu'on reconnaît à Guillaume, c'est un très bon combattant, expertise sportive aussi, un très bon combattant dans le métier des armes, dans l'endurance, dans la tactique sur le terrain. On va lui reconnaître une loyauté absolue, fidèle à sa parole, loyauté envers ses maîtres. Guillaume est resté d'une loyauté sans faille. Et puis on va avoir aussi l'aspect de la sagesse, parce qu'il s'est donné de bons conseils, et on va avoir la largesse qu'on va attendre. Les chevaliers ne sont pas des bourgeois. Les bourgeois vont accumuler de l'argent, vont s'enrichir. Les chevaliers, on va attendre d'eux que l'argent circule. On va attendre d'eux une certaine prodigalité. Soit généreux, quoi. Qu'ils soient généreux, exactement. Donc c'est peut-être un peu ça, ce qui ressort de la chanson de Guillaume le Maréchal. Pourquoi on considère que c'est le meilleur chevalier du monde, excellent combattant, excellent sportif, excellent homme, loyal, d'une grande sagesse, d'une grande largesse, d'une fidélité absolue. C'est bien résumé, c'est beau. Mais c'est le point de vue de cette Ouais. chanson-là, finalement. Parce que si tu prends le point de vue des clercs, on va avoir d'autres attentes. C'est-à-dire la mesure, la patience, ne pas défendre l'Église, défendre ceux qui ont besoin d'être protégés, etc. C'est marrant parce que quand tu parles de ce qu'est un bon chevalier d'après l'Église, finalement c'est un peu ça qui est resté dans l'imaginaire, c'est-à-dire quelque chose de très très lié à la religion finalement, alors que si on regarde en termes de société, être un chevalier, j'ai l'impression qu'il y a deux pendants. Il y a le côté effectivement très expertise militaire, puisque c'est sa responsabilité sociale quelque part, mais il y a aussi, on attend de lui une certaine humanité, quoi. C'est-à-dire le côté généreux, le côté loyal, le côté voilà, des vraies valeurs humaines très importantes pour faire société. Et ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins mis en avant dans l'imaginaire qu'on a par rapport à l'imaginaire de l'Église qui est défendre l'Église, ces choses-là, tu vois. Alors, ce qu'on va attendre, ce qu'on va retrouver quand même dans les écrits des clercs, ça va être aussi des vraies valeurs humaines qui vont être avancées aussi. Mais c'est vrai qu'il y a surtout eu, je pense, une fusion ou une confusion de ce que c'est que être le chevalier idéal, parce que finalement, ça va être ces écrits-là qui vont transpirer, qui vont être transmis, en tout cas jusqu'au 19e siècle, là où on redécouvre, on réinvente finalement la figure du preux chevalier. Mais oui, on sent que dans Guillaume le Maréchal, et puis après on peut aussi lire les écrits de Joinville, plus tard, Joinville, chroniqueur de Saint-Louis. ce qui va écrire la vie de Saint-Louis, effectivement, on va effectivement retrouver ce côté quand même religieux, très prononcé, à la fois chez Guillaume et puis chez Joinville, et puis bon, chez Saint-Louis, effectivement, chez Louis IX, effectivement, roi de France. Mais ça va être une piété
qui est quand même mise en avant, hein, parce qu'on est dans un monde éminemment religieux, on ne peut pas le dissocier, on ne peut pas imaginer, on ne peut même pas dissocier vraiment au XIIe, XIIIe siècle, l'Église d'un côté et les chevaliers de l'autre comme étant les chevaliers extraits de l'Église. Donc oui, ils ont cette piété-là qui est mise en avant, mais une piété qui n'est pas aussi prononcée ou exagérée que les clercs essayent Et d'ailleurs, dans la chanson de Guillaume, à la fin, Guillaume s'énerve un petit peu contre les clercs qui demandent beaucoup trop de choses. Donc en fait, il y a un idéal du bon chevalier, enfin, visiblement, il y en a plusieurs. Des parce que idéaux, voilà, il y a du bon des chevalier. idéaux, puisque selon qui décide de qui est l'idéal, ça peut vachement changer. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous les chevaliers suivaient cet idéal et que vraiment on a voilà, cette image du chevalier en tête? Est-ce que vraiment c'était le cas à l'époque ou pas? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des fois de la néo-chevalerie. Tu sais, ça va être cette question de je prête un serment du bon chevalier, je serai preux, loyal, droit, défendre la veuve, l'orphelin, l'Église, je serai le champion de la justice contre l'injustice. On a voilà, ce genre de néo-chevalerie, je dirais, qui suridéalise les hommes de leur temps. Euh, j'ai tendance à dire que c'est un petit peu comme l'élève idéal. Quand j'interviens dans les établissements scolaires, c'est ce que je présente. C'est quoi un élève idéal? Et là, les élèves, ils savent ce que c'est qu'un élève idéal, hein. Il est poli, il fait ses devoirs, il participe en classe, il respecte les règles. Oui, voilà, on a l'élève idéal. Et après, je leur dis, tous les élèves sont donc des élèves idéaux. Petit flottement en général dans la classe. Et en fait, c'est la même chose dans la chevalerie. Il y a ce qu'on attend du chevalier idéal, et puis on va avoir des chevaliers qui vont être considérés. Alors, le terme à l'époque, c'est des prud'hommes, des prud'hommes. Le prud'homme, ça va être vraiment un homme qui a des qualités humaines pour les chevaliers en plus martiales, extraordinaires, tu vois. Mais on va avoir ces prud'hommes-là, ces chevaliers qu'on considère des fois de leur vivant hein, comme étant des modèles à suivre. Et puis on va avoir tout un gradient forcément, du meilleur chevalier à des chevaliers ok, et puis à des ordures en fait. On en a des exemples, quoi, tu sais, qui ne respectent pas, qui vont brûler des monastères, qui vont ne pas tenir leurs paroles, qui vont trahir à foison, qui vont faire preuve de cruauté excessive. Oui, en fait, c'est juste des êtres humains, tu vois. Et est-ce qu'à l'époque, parce que tu parlais de ce parallèle avec les élèves que je trouve assez chouette, on a bien vu les variations de chevaliers. Est-ce que un chevalier idéal à l'époque, c'est un peu comme un élève idéal maintenant, il va un peu se faire traiter de faillot ou tu vois, où on va un peu le pointer du doigt comme étant trop, finalement, comme s'il en faisait trop, quoi. C'est pas ce que j'ai l'impression de retrouver dans les sources. C'est pas, au contraire, ça va souvent être mis en avant dans les écrits. Alors, est-ce que c'est mis en avant dans les écrits et que c'est parvenu jusqu'à nous parce qu'on veut conserver cet écrit-là comme un modèle à suivre, tu vois? Ça, je sais pas trop, en fait. Mais je ne retrouve pas ah, il est trop. Par contre, on va retrouver, c'est que comme ces chevaliers type modèle s'élèvent très vite dans la société, cette élévation sociale-là peut provoquer des jalousies de la D'accord. part d'autres. Puis il y a aussi autre chose, en fait. On oublie un petit peu toutes les valeurs qui vont être mises en avant dans les chansons de gestes. On est fin du XIIe siècle, on va connaître un exemple, Chrétien de Troyes, les chansons La Table Ronde. Donc Yvain, le chevalier au lion, Perceval, le chevalier à la charrette, Érec et Énide, le comte du Graal, etc., qui vont mettre en avant toutes ces grandes valeurs, grandes vertus chevaleresques. Faut imaginer ça un petit peu, c'est chanté, rechanté devant les jeunes chevaliers qui grandissent, en fait, baignés par cette sorte de culte du chevalier parfait. Et certains vont essayer de les imiter, finalement, dans leur vie, d'autres pas du tout. Et du coup, ce qui est amusant, c'est de se dire que entre l'imaginaire du chevalier de cette époque-là, qui est donc dans les chansons, dans les récits, dans les trucs, qui va influencer ce qu'on voit, ce qu'on imagine du chevalier idéal, et qui va infuser toute une génération, même plusieurs générations de jeunes chevaliers, et aujourd'hui, où on a plus ou moins les mêmes récits, même si certains ont été beaucoup remis au goût du jour, mais hein, le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, c'est un des trucs les plus adaptés de tous les temps. On va aussi avoir cet imaginaire du chevalier parfait, etc., etc. Mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui a été oublié, et c'est un peu ce que tu nous as c'est un peu ce que tu nous as amené aujourd'hui, c'est la nuance. Il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de réalités autour du chevalier, et en faire des grandes généralités, finalement, c'est pas forcément une bonne idée. C'est vrai qu'on a souvent tendance, mais ça doit être humain, à caricaturer un propos et à n'en garder qu'une facette.
Et on va retrouver quelque chose déjà dès la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, ça va être la notion de maintenant la chevalerie a changé. Ah Avant oui. c'était bien, maintenant elle a changé. La Et on chevalerie, va, c'était mieux avant, en les fait. chevaliers, mais vraiment, on va le retrouver. Maintenant, la chevalerie n'est plus. C'est écrit en 1220, la chanson de Guillaume. Maintenant, la chevalerie n'est plus, pardon. Et on va le retrouver au XIVe siècle. Maintenant, la chevalerie n'est plus. Avant, au XVe siècle. Maintenant. Et puis, 15e, 16e siècle, on va refaire les tournois de chevalerie parce qu'on se représente cette hache d'or de la chevalerie au XIIIe siècle. Donc, on essaie on fait des ordres de chevalerie. Et on a déjà cette transformation de le chevalier idéal. Mais un petit peu, finalement, on parlait des élèves, comme si aujourd'hui, tu questionnes mais les élèves dans les années 50-60, les élèves dans les années 50-60, ils étaient tous idéaux, finalement, quand tu écoutes certaines personnes, alors que la nuance, la réalité est bien plus nuancée. Du coup, c'est vrai qu'en psychologie, c'est quelque chose qui est assez connu, le fait que, avec le temps, on a tendance à se souvenir des bonnes choses et d'oublier aussi toutes les parties un peu mauvaises. J'ai l'impression que pour le chevalier, c'était un peu ça aussi, c'est-à-dire que de siècle en siècle, on a repris la figure, on a oublié un peu les mauvais côtés pour ne plus garder que les bons, en faire des symboles, et puis ainsi de suite, jusqu'à notre imaginaire commun aujourd'hui. Ça fait quand même maintenant assez longtemps que cette figure du chevalier, elle est bien connue, mais les travaux des scientifiques passent un peu sous les radars de la culture populaire parce que elle est très très forte. Quelque chose dont je parle souvent, moi ici, c'est la culture pop est de toute façon tellement forte que c'est compliqué de la faire bouger. Et donc, cette figure du chevalier, si scientifiquement elle est bien connue, pour le grand public, elle est encore un peu... elle manque de nuances finalement. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives par-dessus pour travailler sur l'équipement, le matériel, la matérialité, pour trouver cette réalité sur le terrain du chevalier. Ça, c'est assez passionnant parce que jusqu'à présent, ça avait été mis un peu de côté. Effectivement, sur ce qu'on vient de discuter et d'échanger là tous les deux, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de Jean Flory, Dominique Barthélémy, Martin Aurel, Philippe Contamine, donc tous ces historiens qui ont travaillé sur la mentalité, la figure du chevalier, qui il est. Et puis même, ça remonte à avant, ça remonte à Georges Duby, ça remonte à Jacques Le Goff. Donc ça fait quand même quelques décennies, effectivement, que la figure et la nuance de la réalité chevaleresque, qui ne cesse de me surprendre. D'ailleurs, elle est connue. Tu as raison de dire que souvent ce qu'on en ressort, c'est un lissage de la nuance. C'est-à-dire qu'on va très vite caricaturer. Et moi, je travaille à redécouvrir la matérialité maintenant du chevalier pour essayer aussi de faire avancer, de sortir de cette caricature du chevalier en armure. Et puis finalement, la figure du chevalier, elle est encore aujourd'hui étudiée abondamment. On pourrait citer, pour un des travaux très récents, Sophie Brouquet sur Chevaleresse, une chevalerie au féminin qui interroge sur la place de la femme dans cette chevalerie-là, avec beaucoup de nuances. Et c'est vraiment tous ces travaux-là qui amènent de la nuance dans l'histoire qui m'a toujours fasciné. Et dans cette figure du chevalier, avec son armure, où on pense que c'est simple, le chevalier, c'est ce que je disais, il a une cotte de maille, il a un casque, il a un bouclier. Je me suis toujours dit, est-ce que ça ne serait pas finalement un peu plus complexe que ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus creuser? Est-ce que c'est si évident que ça, finalement? D'où ces choix d'études que je mène, et je dois quand même bien t'avouer qu'à l'heure actuelle, j'ai quand même beaucoup plus de questions qu'au départ, et quelques réponses, mais la liste des questions ne fait que s'allonger. La liste des réponses, pas beaucoup. Ça, c'est parce que tu es en train de devenir un bon chercheur. Tous les bons chercheurs finissent toujours par dire... en fait, on sait des trucs, mais il y a aussi beaucoup de trucs qu'on sait pas, et c'est hyper intéressant que tu aies pu venir aujourd'hui pour nous transmettre un petit peu ce qu'on sait, en tout cas pour l'instant, et cette notion de la nuance sur cette figure qui nous paraît pourtant ultra connue. Merci d'avoir pris de ton temps pour ça, Nat, c'est vraiment super sympa, parce que quand on fait une thèse, on est très occupé, donc vraiment, merci beaucoup. Merci à vous qui avez suivi cet épisode de Vrai Faux, qui est une espèce de première que je voulais essayer comme ça, faire venir un spécialiste, en l'occurrence avec Nat on se connaît très bien, pour vous éclairer sur un sujet qui paraît très connu, mais qui en fait ne l'est pas tout à fait tant que ça, et j'ai plein d'autres sujets dans ma besace, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu, à poser des nouvelles questions éventuellement, peut-être qu'on aura l'occasion d'y répondre un jour, likez, commentez, partagez la vidéo comme d'habitude, c'est hyper important pour la chaîne, c'est ce qui moi me permet de continuer à faire ce travail et à inviter des gens super chouettes comme Nat. N'hésitez pas non plus à aller voir les réseaux sociaux selon votre préférence, de toute façon je poste du contenu régulièrement, toutes les semaines du contenu supplémentaire et exclusif, vous avez plein de nouvelles choses à découvrir si ça vous intéresse. En attendant, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.